Je vais essayer de présenter pour cette conférence un petit peu une partie du résultat des recherches que j'ai menées depuis 2011 dans cette région, avec un certain nombre de missions de terrain qui m'ont permis d'avoir peut-être une connaissance un peu, enfin, de plus en plus intime de la région, et aussi d'observer ce qui se passait depuis la survenue donc de ce tsunami. J'essaye de suivre. Alors, au niveau je menais des entretiens, des études de terrain, on va dire classiques, hein, en géographie. Et puis, je retourne sur les terrains régulièrement pour voir à la fois l'évolution de la reconstruction, et puis également quel impact cette reconstruction peut avoir sur les villages, sur les bourgs, les petites villes, les villes moyennes qui ont été détruites en partie par ce tsunami. Des missions de terrain où j'essaye de comprendre en fait ce qui se passe. Alors sur le plan, il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect du rapport des habitants dans ces villages qui ont été à la fois frappés par le tsunami, mais qui aujourd'hui sont aussi fortement modifiés par les modalités de la reconstruction post-catastrophe. Et c'est quelque chose qui va concerner autant les villages du nord-est frappés donc, par l'aspect uniquement de tsunami, mais également en fait les côtes japonaises, département de Fukushima compris, puisque les problématiques générales qui se posent en fait sont globalement les mêmes. Juste puisque c'est les 10 ans, et je ne peux que j'ai pas pu m'empêcher d'évoquer quelque chose d'assez particulier et qui a à faire avec les murs et avec ce tsunami de béton. C'est une sorte de dissonance ou quelque chose de très étrange entre l'évocation de l'accident de Fukushima, mais un usage massif des images qui sont celles du tsunami. Et vous avez ici cet article qui est paru dans Le Monde aujourd'hui, où pour évoquer les 10 ans de Fukushima, dans tout l'article, on a uniquement des photos de zones qui ont été détruites par le tsunami, et en l'occurrence qui sont à près de 200 km de la centrale de Fukushima. Donc il y a quelque chose d'assez étrange. C'est comme si d'illustrer une catastrophe par des images d'une autre catastrophe, et en ne parlant uniquement de Fukushima, et en passant pratiquement sous le silence ce qui s'est passé dans ces régions qui ont été frappées par le tsunami. C'est quelque chose qui interroge. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça dit quelque chose aussi de la façon dont on peut voir cet événement. D'autant que l'essentiel des morts du 11 mars, ce sont des morts par tsunami et par noyade. En fait, si on veut aller chercher les morts de l'accident de Fukushima, il faut attendre un petit peu les années qui suivent l'accident. Et effectivement, on a des morts qui sont, eux, liés très précisément on va dire, à la dimension nucléaire de la catastrophe du 11 mars, puisque à la différence en fait des départements qui n'ont été concernés que par le tsunami, eh bien, on continue de mourir en fait dans le département de Fukushima. Et si on veut chercher où sont les morts de l'accident, de la catastrophe de Fukushima, ils sont dans les années qui ont suivi. Ils ne sont pas forcément dans la question de la radioactivité, parce que ces gens-là ne sont pas morts de cancer, mais ils sont en quelque sorte des victimes de la façon dont l'accident et le volet nucléaire de l'accident a été géré. Et si on veut trouver une spécificité dans l'accident nucléaire, il est là, quand bien même, si on voit la mortalité post-catastrophe dans les départements de Iwate ou Miyagi, elle diminue très rapidement. De même, on a par exemple des taux de suicide qui n'ont pas du tout explosé dans le département de Fukushima. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à la gestion de la catastrophe et à une spécificité qui peut être trouvée dans le fait que c'était une catastrophe nucléaire et qu'on ne va pas retrouver dans les villages qui ont été détruits uniquement par le tsunami. Alors, une présentation un petit peu généraliste de cette région, donc le Sanriku, qui est situé au nord-est de l'île de Honshu.
c'est un confin, hein, c'est-à-dire que c'est une zone qui est quand même située loin des mégapoles et même loin des métropoles et qui est relativement difficile d'accès. On a une population dans le Sanriku qui est relativement faible, hein, si on va la comparer au grand centre urbain qui est la ville de Sendai. Et ici, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on entre sur la côte du Sanriku, eh bien, on a des populations qui sont de moins en moins importantes. Et puis, depuis 2011, on est sur des zones qui ont perdu beaucoup d'habitants. Alors, l'ensemble des zones rurales japonaises perdent en fait des habitants, mais on a dans ces communes les taux de croissance négative qui sont les plus importants du Japon si on prend les recensements de 2010 et 2015. Et cette population, en fait, elle va essentiellement elle a migré en fait de ces régions-là et une grande partie s'est retrouvée dans la métropole de Sendai. Un autre aspect que je voulais quand même souligner sur cette région, je me suis intéressé à comment est-ce que finalement ces communes avaient voté en 2014. Parce que malgré tout, il y a des questions politiques, il y a des questions de choix d'aménagement. Le Japon est une démocratie et les votes peuvent avoir de l'influence. En tout cas, le vote dit quelque chose. Et vous avez ici sur la carte de droite les scores pour la coalition gouvernementale, donc à l'époque celle du Premier ministre Abe Shinzo, allié au parti Komeito. Et puis sur cette carte, vous avez les votes uniquement du Jiminto. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple ici à Rokkasho, où on a les taux parmi les plus importants du Japon. Également dans la région Higashidori, Oma, et ce sont toutes des communes où on a des installations nucléaires. L'Okashomura, retraitement des déchets nucléaires, hein, c'est le Lahag du Japon. Higashidori, une centrale avec des réacteurs en construction, et Oma, qui est encore en chantier de construction. Alors, ça veut dire qu'en fait, si on analyse ces votes, hein, puisque le Parti libéral-démocrate est plutôt, et celui qui a installé le nucléaire civil au Japon, est plutôt un parti pro-nucléaire, les habitants, ils veulent de la centrale et ils veulent du nucléaire. Hein. Et c'est intéressant à souligner parce que ça dit quelque chose sur la façon dont ensuite les rapports de force vont s'organiser dans ces régions-là. Parfois, on a des habitants qui n'en veulent pas du tout. Et lorsqu'on a un accident nucléaire et que les habitants qui voulaient de la centrale nucléaire sont obligés d'être se réfugient dans des communes pauvres qui n'ont pas bénéficié de la manne et des subventions du nucléaire, eh bien, ça crée des tensions et ça aide à comprendre aussi un certain nombre de choses sur la façon dont les populations, les communautés ont été frappées par cet accident. Et c'est un petit peu la même chose sur la question de la reconstruction des digues. On peut se poser cette question-là aussi. Et c'est pour ça que, inversement, j'ai mis également la carte du Parti communiste et celle du Minchuto, donc le Parti démocrate japonais. Pourquoi? Parce que le Minchuto, quand il a gagné les élections en 2009, eh bien, un de ses slogans, c'était du béton à l'humain. C'est-à-dire on arrête les grands travaux, on arrête la bétonisation de l'archipel telle qu'on l'a pratiquée dans les années 60, 80 et même 90 quand il s'agit de relancer l'économie, et on essaye de recréer des relations plus humaines, en tout cas plus apaisées avec le territoire, en rupture avec ce qui avait pu être, ce qui avait été le cas auparavant. Et le Minchuto est au pouvoir en 2011 lorsque le tsunami survient. Autrement dit, les formes de la reconstruction, elles vont aussi dépendre en partie de l'opinion politique et de pour qui on vote finalement. Hein. En tout cas, on a des tensions sur cette question-là. Et en 2017, Abe Shinzo déclarait sur ces questions de la reconstruction du territoire, il est fou de vouloir abandonner le béton. Et le Japon a besoin de béton, a besoin de reconstruction, a besoin de la protection
des territoires que peut apporter le béton. Autrement dit, ce dont on va parler aujourd'hui et le produit final, c'est aussi un produit de rapport de force, de politique et aussi en partie de choix politiques. Autre caractéristique du Sanliku, cette fois-ci plus géographique, c'est l'importance de la pêche, avec, surtout le long du littoral, du fait de la richesse halieutique des eaux qui sont situées dans cette partie du Pacifique, où on a la rencontre d'un courant froid et d'un courant chaud, eh bien, on a toute une ribambelle de ports de pêche et de ports de pêche qui sont relativement importants, d'autant que la taille de ces communes est relativement faible. On est sur des gros bourgs qui sont de 40, 60 000 habitants, ce qui au Japon est quand même très petit en fait, en comparaison des villes millionnaires. Et pourtant, elles ont une production en termes de volume de pêche qui est relativement importante, même si les prises n'ont pas une très grande valeur. En tout cas, la pêche est importante et elle a permis le maintien de populations et elle a freiné d'une certaine mesure l'exode rural et globalement, l'âge des pêcheurs de cette région-là et l'âge moyen est plus jeune que la moyenne du Japon. C'est une région qui est également confrontée, malgré tout, à la désertification et à la poussée de l'ensauvagement. Et on y rencontre, lorsqu'on parcourt cette région-là, de nombreuses bêtes sauvages, et en particulier les singes, les cervidés, et puis dans les forêts, les ours, qui vont apporter une pression assez importante sur cette population. C'est un littoral qui à la fois est très exposé au séisme, puisqu'on a en fait l'occurrence majeure des séismes au Japon, elle va se situer ici. Ils vont frapper cette côte nord-est. Et en plus, on a une vulnérabilité topographique au tsunami avec ces côtes découpées en rias qui font que lorsque les vagues des tsunamis frappent le littoral, eh bien, les vagues sont plus hautes, plus puissantes et pénètrent plus fortement à l'intérieur du territoire, à l'opposé de ce qui peut se passer dans les côtes plus rectilignes ici, département de Fukushima compris. À Fukushima, même aux abords de la centrale, les vagues ont pénétré de 1 km, 1,5 km au grand maximum. Dans cette zone du Sanliku, on est plutôt sur 4, 5, 6 km avec des hauteurs de vagues qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, c'est un littoral qui est régulièrement frappé par les tsunamis. Et en fait ce qui se passe en 2011, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu en 1933 avec le tsunami de Showa, et puis auparavant avec celui de Meiji Sanriku en 1896. On est sur quelque chose qui est relativement habituel. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, parce que les ouvrages que l'on va fabriquer pour protéger ces territoires, eh bien, on va aussi les calibrer en fonction de la nature de l'aléa. Mais dans tous les cas, le tsunami de 2011, s'il était plus fort, en particulier si le séisme était plus fort que celui de 33 et 96, la hauteur de vague n'était pas si différente. Vous voyez, en 1896, on était à 38 mètres. Ici, on est à 38 aussi. Alors là, c'est la hauteur finale des vagues. Après, sur la hauteur d'inondation, on est plutôt autour des 15 mètres, mais on a un événement qui est plus ou moins similaire. Donc, on n'est pas sur quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors, si on revient un petit peu sur la question du littoral et des paysages littoraux, eh bien, le paysage typique, archétypique du Japon, quel est le beau paysage japonais? Eh bien, on a ces Sankei, donc ces trois paysages célèbres du Japon. Et il est intéressant de noter que ce sont tous des paysages qui sont des paysages littoraux. Ce ne sont pas des paysages de rizières ou de montagnes, ce sont des paysages littoraux, que ce soit ici dans l'ouest du Japon à Amano-Hashidate, plus à l'ouest encore à Hiroshima, les sanctuaires de Miyajima et Tsukushima, et puis
dans cette zone au tout début de la région du Sanriku, les îlots de Matsushima. Ces littoraux ont cependant été modifiés comme dans une tradition de grande modification des paysages, et en particulier sur la question des rapports à l'eau, puisqu'on a des détournements de rivières, par exemple, qui vont modifier en fait, de façon assez importante les rapports entre le contact entre la terre et la mer. Ici, vous avez le détournement de la rivière Tonegawa au XVIIIe siècle, hein, qui auparavant se jetait dans la baie de Tokyo, et puis elle va se jeter directement dans le Pacifique. Et puis, dans le Sanriku, alors Sendai est ici, et Matsushima, c'est ici, on a le détournement de l'époque Edo jusqu'à l'avant-guerre de la rivière Kitakami, qui auparavant se jetait ici à Ishinomaki, et qui est détourné sur des bras en direction du Pacifique. Ça va faire que ça va, d'une part, ça va créer des estuaires un petit peu plus importants que ce qu'étaient les embouchures de rivières hérités. Et puis, dans les villes qui, du coup, sont déchargées d'une partie du risque de la rivière, on va aussi transformer les embouchures, et finalement, petit à petit, les embouchures de rivières urbanisées des villes japonaises, dès la période Edo, eh bien, vont être marquées par une imbrication entre l'espace marin, l'espace de rivières qui en fait sont plutôt des canaux, et puis la ville qui s'étend sur ces zones-là, et ce qui va in fine conduire, à partir du moment où le Japon maîtrise la fabrication du béton, donc à la fin du 19e siècle, à une conquête encore plus importante des embouchures et des estrans, et qui aboutit à ce type de paysage, donc ici le port de Yokohama, avec une industrialisation du littoral. Dans la région du Sanriku, on ne construit pas tout de suite des ouvrages de protection avant-guerre, alors même si on y pense, et en particulier, on y pense très fortement après le tsunami de 1933. Vous avez ici le village de Taro, et le village de Taro en 1933 est complètement détruit par le tsunami, et on commence à évoquer l'idée de construire des digues de protection plus importantes, et d'autre part à déplacer les populations définitivement sur les hauteurs. Alors, on ne le fait pas dans les années 30 parce que l'État japonais a d'autres préoccupations, mais l'idée reste. Et après-guerre, à partir des années 50, eh bien, on va équiper le village de Taro d'une première digue anti-tsunami, et ici on la voit. Et ensuite, on va même le rééquiper d'une autre digue, ici. Et donc, à la fin, on a un système avec une digue en X, et qui était censé protéger le village de Taro, mais qui sert aussi de modèle à la protection anti-tsunami pour le Japon, mais également pour le reste du monde. La construction de ces digues va permettre de dégager en fait de l'espace pour l'aménagement, et vous voyez qu'au-delà de la digue, dans les années 80, eh bien, on a urbanisé une partie de cette zone-là, hein, et puis on était en train d'urbaniser également celle-ci. Donc en fait, on dépasse la digue, et à partir du moment où on construit une deuxième digue, eh bien, on va reconstruire encore des choses cachées sous la digue. Et c'est comme ça que vont se développer un certain nombre de villes moyennes dans le Sanriku. Du fait de ces digues géantes qui commencent à être construites dans les années 50-60, eh bien, on peut conquérir des zones basses qui vont servir à l'urbanisation pour faire de petits centres administratifs. Ça va être les centres administratifs et commerciaux, les villes commerciales locales. Et puis également, on construit de la rizière. Voici le modelé de Rikuzen Takada. Minami Sanriku, pareil. Vous avez ici la carte j'arrive plus à lire sur l'autre, c'est
2002, je crois. Donc, on a ici les digues, et puis derrière, on a urbanisé cette zone-là. Mais par contre, on a des zones qui sont pratiquement au niveau de la mer. Ce qui veut dire que si la digue cède, eh bien, le territoire est complètement à nu vis-à-vis de vagues potentielles de tsunami. Si on prend des villages comme Taro, qui a été régulièrement frappé par les tsunamis au cours de son histoire, la digue est quand même une avancée importante. Avant la construction de ces ouvrages, eh bien, on dit que les gens dormaient avec leurs chaussures à portée de main et leurs sacs parce que la nuit, on ne savait pas ce qui pouvait arriver et il fallait toujours être prêt à évacuer le village. Et la digue va apporter, au niveau de la vie quotidienne, cette sécurité, en particulier pour les tsunamis qui sont les tsunamis, on va dire, ordinaires. La digue permet de construire d'autres choses, en particulier des centrales nucléaires. Ici, la centrale de Onagawa. Derrière sa digue, alors elle a été inondée, hein, puisque la première digue était à ce niveau-là. Elle a été inondée, mais celle-ci a tenu, essentiellement parce qu'elle était rehaussée. Mais en tout cas, ces grands ouvrages de protection vont permettre d'installer sur les fronts de mer à la fois des aménagements urbains, de nouvelles rizières et puis des aménagements industriels comme les centrales de production électrique, soit thermiques, soit nucléaires. On va retrouver ces digues sur l'ensemble du territoire japonais, mais celles qui sont construites en dehors des zones à tsunami sont légèrement moins importantes. Ici, vous avez le cap Tappi, donc au nord du département de Aomori. Ici, toujours dans la région de Aomori, vous avez une digue ordinaire dans des régions qui sont relativement peu frappées par les tsunamis. Mais l'ensemble de l'archipel et des zones qui sont habitées ont au moins une digue à 6 mètres. Dans le Sanriku, elles étaient plutôt à 10 mètres. La digue de Taro, elle est à 11 mètres. Un autre aspect qu'il faut prendre en compte, si on pense un petit peu au paysage naturel hérité, parce qu'on va voir que tous ces paysages-là ont été fortement détruits par les aménagements post-11 mars, on est sur de la modification de territoires qui en fait sont déjà très artificialisés, déjà très anthropisés, et ici vous avez de l'exploitation de la sylviculture, hein, et l'essentiel en fait des forêts que l'on va voir sur les diapositives, eh bien en fait sont des forêts plantées, hein, ce ne sont pas les forêts d'origine, et elles sont essentiellement plantées de résineux pour le bois de construction. Donc quand on va dénaturer des montagnes, on dénature des montagnes qui en fait sont déjà assez fortement dénaturées. J'accélère peut-être un petit peu. Alors, c'est sur ce territoire que frappe le tsunami du 11 mars, qui fait un petit peu plus de 18 000 morts. Et la première question, ou en tout cas la première chose qui surprend et qui surprend les habitants eux-mêmes, c'est l'échec complet de la protection par ces digues. Ça surprend les habitants au point que si on voit les reportages ou les compilations d'images vidéo, par exemple, prises par la télévision de Iwate ou de Miyagi, on voit très clairement des gens qui, d'abord, on apprend qu'on a une alerte au tsunami, on a le séisme, l'alerte au tsunami, et bien, certains restent sur la digue, et même montent sur la digue pour voir arriver les vagues de tsunami. Et puis finalement, les vagues arrivent, et soit elles vont submerger la digue, soit elles vont détruire la digue. Le choc, un des chocs du 11 mars, c'est cette destruction quasi systématique de toutes les digues de protection. Et vraiment, toutes les digues de protection sur l'ensemble de la côte ont été détruites par le tsunami. En revanche, on a quelque chose qui a relativement bien fonctionné, c'est les périmètres pour les zones inondables. Et pratiquement à 10 mètres près, lorsqu'on entre dans la zone qui était simulée comme étant une zone d'inondation en cas de tsunami majeur, eh bien, on entre dans les zones détruites. Et dès qu'on sort de cette zone-là, eh bien, on est sur des zones qui ont été épargnées par les vagues. On a un autre
un autre effet, alors, ce qui veut dire que la protection souple, en quelque sorte, hein, que sont les simulations et le zonage du territoire par des indicateurs d'entrée ou de sortie de zones inondables ont relativement bien fonctionné. Là, on est dans ces zones, hein, qui ont été des zones basses, situées à pratiquement 1 mètre, voire moins au niveau de la mer, et qui ont été complètement dévastées par le tsunami, même des bâtiments comme celui-ci, qui était le bâtiment de la prévention des risques. On avait auparavant un système qui était un petit peu similaire avec les pierres commémoratives, et en particulier en 1933, on a eu la construction, après le tsunami de 1933, la construction systématique de pierres commémoratives qui ont borné le territoire et qui ont indiqué l'avancée des vagues. Alors on en a de plus anciennes qui datent du tsunami de Meiji, donc à la fin du 19e siècle. Toutes n'ont pas fonctionné. Malgré tout, celle-ci, donc le tsunami est passé, hein, vous avez cette maison qui a été détruite. Malgré tout, celle-ci indiquait quelque chose, puisque, en tout cas, les personnes qui habitaient là, qui avaient cette maison-là auparavant, avaient une maison légèrement en hauteur et étaient descendues, en fait, hein, avaient déménagé et acquis le terrain dans la zone inondable. Et la maison a été détruite. Et l'ancienne maison, qui était légèrement surélevée, en tout cas en haut, située à quelques mètres de hauteur de cette pierre commémorative, a été inondée que de façon partielle. Voilà, elle est là, hein. Donc celle-ci, elle n'a pas été détruite, et celle-ci, à côté de la pierre, a été détruite. En tout cas, on avait un maillage du territoire par ce type de protection souple. Bon, certaines ont été complètement emportées, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui pose question et qui vient comme une sorte de second rempart contre la survenue de tsunamis, c'est-à-dire le marquage assez précis des endroits qui sont inondables et des endroits qui ne le sont pas. Il y a un autre marqueur du risque d'inondation dans cette région, c'est les sanctuaires, puisque effectivement la plupart des sanctuaires en fait étaient situés sur des zones qui n'ont pas été inondées, et donc on a à la fois la ligne des pierres commémoratives et puis la ligne des sanctuaires qui marquent aussi le territoire de façon plus souple que les digues, mais qui peuvent procurer une protection efficace. Les cartes de simulation de tsunami qui étaient distribuées aux populations se sont révélées, donc c'est les simulations à partir desquelles on a dessiné, délimité les zones inondables en cas de tsunami majeur, se sont révélées relativement fiables et précises. Pour voir un petit peu ce qui s'est passé en fait pendant cette période d'industrialisation et ce qu'a permis la digue, vous avez ici la ville de Kesennuma en 1913. En 1960, on commence à remblayer le port pour faire un port industriel. Ici, vous avez la situation en 1994, et les zones qui ont été inondées par le tsunami de 2011, eh bien, ce sont les zones d'embouchure où ici, cette langue qui est un banc de sable en fait, qui ont été remblayées et conquises sur la mer pendant la période d'après-guerre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important. C'est-à-dire que la digue a permis des protections, elle a permis d'avoir une vie quotidienne un petit peu plus tranquille vis-à-vis du risque de tsunami qui est permanent, mais en revanche, elle a fabriqué de la vulnérabilité, et en particulier la vulnérabilité parce qu'elle a permis de conquérir, d'urbaniser et de mettre des populations dans des zones qui auparavant n'étaient pas peuplées. Alors, on a une digue qui n'a pas été détruite, c'est la seule, c'est la digue de Fudai. Alors, il y a cette digue-là, et puis il y a une écluse anti-tsunami qui barre la rivière de Fudai, et celle-ci, elle n'a été ni détruite, ni submergée, et elle a protégé, elle a joué son rôle. Mais c'était la plus grande, à 15 mètres. C'était la plus grande digue du Sanriku, et finalement, elle a joué, elle a donné en fait le canevas général pour la reconstruction des digues dans le cadre de la reconstruction post-tsunami. Et en quelque sorte, elle a validé une analyse de l'événement
c'est les digues, alors soit étaient mal construites, et c'est vrai que certaines étaient mal construites, en particulier elles n'étaient pas enchâssées dans le sol, elles ont basculé sous les flots avec un effet de liquéfaction, et puis elles n'étaient pas assez hautes. Donc les prochaines digues, il faut les faire plus hautes et plus solides, et c'est ce qui a été décidé. Avec la construction donc, de ce qu'on peut appeler le mur du Pacifique, sur l'ensemble des côtes du Sangliku, et vous avez une modification du territoire qui se fait avec des hauteurs qui sont grosso modo passées de 10 mètres à 14,7 mètres. Et puis pour la centrale de Fukushima numéro 1, la digue sera de 26 mètres. Des ouvrages qui sont relativement imposants, avec des formes qui sont relativement variées, alors en fonction des techniques que l'on choisit d'utiliser, mais pas seulement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors de l'aspect technique, c'est qu'on va avoir des digues trapèzes, comme celle-ci. Alors c'est la digue de Tony, qui est la digue que souhaitent construire les aménageurs, parce que c'est celle qui est la plus solide et la plus facile à construire. Donc on a un triangle comme ça, on a une base qui est importante, et on a une digue qui est solide. Seulement, on a besoin d'avoir une base de 50 à 100 mètres pour construire ce type de digue. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'espace. Alors, pour une partie de la digue, on va trouver cet espace sur la mer, et ça ne pose pas de problème puisque on est sur des eaux publiques, et donc on va obtenir les permis de construire. En revanche, il faudra aussi trouver de l'espace de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté sur la Terre. Et sur la Terre, vous allez avoir des zones comme ici à Yamada, où on a de la propriété foncière. Et en dépit du fait que ces terrains aujourd'hui sont théoriquement, alors soit ils sont inconstructibles, dans tous les cas, on ne peut pas construire d'habitation dans les zones qui sont classées comme étant inondées et inondables par le tsunami, mais on a quand même des propriétaires qui refusent de céder leur terrain. Et donc, lorsqu'on ne peut pas, et si on construit la digue, on va la construire de la même façon sur l'ensemble d'une baie. On ne va pas s'amuser à faire des digues trapèzes et puis juste sur 10 mètres faire une digue plutôt une digue rasoir. Donc en fait, la situation foncière, les rapports de force entre les petits propriétaires qui avaient du terrain, même si les terrains ne valent plus grand-chose, ceux qui vont accepter de en fait, céder leur terrain pour construire une nouvelle digue, ceux qui ne vont pas accepter de le faire, eh bien, ça va définir la forme architecturale et la technique que l'on va utiliser pour construire la digue. Donc là aussi, on n'est pas uniquement sur des questions purement de physique et d'ingénierie, on est sur des questions sociales, et c'est cette question sociale qui peut définir à certains endroits la façon dont la forme même de la digue va être construite. Les digues rasoirs de ce type, comme à Yamada, donc le mur vertical, c'est ce qu'il y a de plus cher, hein, parce qu'en fait, on va enserrer des pylônes d'acier jusqu'à la roche, et puis ensuite, on va les recouvrir de béton, ensuite, on va encore recouvrir le béton de protection, donc c'est ce qui coûte le plus cher et ce qui est le plus long. Mais en fait, de cette nécessité, de cette impossibilité en fait, de réquisitionner les terrains pour pouvoir faire ce type de travaux, eh bien, on a un choix de digues qui va être différent. Et puis, les digues trapèzes sont aussi plus agréables et plus facilement appropriables, parce que d'abord, on peut les traverser, alors on peut escalader, on peut faire du toboggan, on peut marcher dessus parce qu'on a des promenades, et donc ça va être des espaces qui vont être plus agréables également, enfin en tout cas plus doux dans la transition entre l'espace terrestre et l'espace marin. Alors, est-ce que tout le monde a accepté la digue? Eh bien, on cite souvent le cas du hameau de Akahama dans la ville de Otsuchi, puisque ce hameau a décidé, en tout cas les pêcheurs ont décidé, la coopérative des pêcheurs et les habitants du hameau ont décidé qu'ils ne voulaient pas avoir de digue à 14 mètres, mais qu'ils voulaient garder leur digue, celle habituelle, celle qu'ils avaient eue après-guerre, à 8 mètres, et que celle-ci était largement suffisante pour leur protection quotidienne, parce qu'ils considèrent que de toute façon, en cas de tsunami majeur, même les nouvelles digues ne les protégeront pas, et qu'eux, ils veulent avoir un rapport à la mer qui est un rapport, on va dire aussi, là aussi très technique, c'est-à-dire que les pêcheurs, le matin, ils veulent savoir quel est l'état de la mer,
est-ce qu'on sort en mer ou pas? Ils veulent voir la mer. C'est quelque chose qui est important. Et aussi, ils veulent avoir un accès facilité au port de pêche. Et ces pêcheurs ont réussi à infléchir les plans du département, de la ville et aussi de l'État, puisque c'est l'État japonais qui paye ces digues, et ont réussi à être en quelque sorte épargnés par les digues géantes. Mais en fait, c'est le seul endroit en tout cas à ma connaissance, où véritablement on a, on a ce refus et des gens qui ont réussi à ne pas avoir de digue géante. Et la situation est, à mon avis, un petit peu particulière parce que d'abord, le leader des pêcheurs est un ancien employé de la mairie, donc il connaît les personnes de la mairie, les personnes du département, et puis on a aussi dans ce petit hameau un centre de recherche océanique dépendant de l'université de Tokyo. Et l'Université de Tokyo a, en fait, dès 2011, entrepris des opérations d'aménagement participatif et même proposé, enfin, le département d'architecture proposait un plan de réaménagement de Otsuchi en prévoyant justement alors, la relocalisation des habitants sur des hauteurs et puis en évitant d'avoir une digue qui soit trop haute. Et ça a marché. Et à mon avis, ça a marché, pas simplement parce que ces pêcheurs étaient très persuasifs, mais parce qu'on est dans un contexte un peu particulier qui fait qu'on est avec l'Université de Tokyo et on a des relais, malgré tout, au sein, on va dire, de la technostructure japonaise, que ce soit du département ou de l'État japonais et du ministère de l'aménagement, qui font que là, on a réussi à avoir quelque chose de plus négocié. Mais dans le reste dans le reste des villages et des hameaux, on est sur des situations où pratiquement toutes les digues ont été reconstruites et les populations, malgré des oppositions ou pas, en tout cas, elles ont consenti et in fine, on a cette construction de la digue. Et puis, on a des cas où les habitants veulent la digue. Et ça aussi, il faut le prendre en compte, et en particulier dans la baie de Yamada, où des habitants d'un hameau ne voulaient pas quitter leur hameau, et donc ont réussi à faire en sorte qu'ils soient protégés par la digue. Même si au départ, la mairie aurait voulu les relocaliser, parce que déplacer la digue, enfin construire une digue sur l'ensemble d'une baie, ça coûte cher. Et là, on avait un hameau qui était dans un renfoncement du relief. On pouvait les déplacer et ça évitait de construire plusieurs centaines de mètres de digues en utilisant les falaises. Eh bien là, les habitants ont réussi à infléchir dans l'autre sens les autorités pour pouvoir bénéficier eux aussi d'une protection. Et finalement, l'ensemble de la baie de Yamada a été recouverte d'une digue. Alors, l'autre aspect très modificateur du territoire, c'est le remodelage des sites sur lesquels sont implantées les villes qui ont été détruites par le tsunami. Et ce remodelage est un remodelage qui est très invasif, puisqu'il s'agit tout simplement de transformer des plaines basses en plaines un petit peu plus hautes, et de les rehausser, donc le Kasaage, hein, et on les rehausse de 10 mètres, la hauteur de 10 mètres en général. Et pour les rehausser, eh bien, on va trouver le remblai en découpant les montagnes. Donc vous avez ici le plan général de la reconstruction, les principes généraux. On coupe la montagne, on rehausse la plaine qui auparavant était au niveau de la mer, on protège ces zones-là qui sont destinées à des zones commerciales ou industrielles, souvent la pêche, par une digue géante. Et puis, sur les zones qui ont été rehaussées, théoriquement, on ne met pas d'habitation et on déplace toutes les habitations sur les montagnes qui ont été excavées. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ici, vous avez le plan de reconstruction donc de la ville de Rikuzen Takata. La ville était située ici auparavant. Tout ça, on le déménage. On déménage cette partie-là. On rehausse toutes ces zones à 10 mètres. Et puis, on va installer dans les zones de la montagne qui ont été excavées pour créer le rehaussement de la plaine, eh bien, on va réinstaller des zones d'habitation et des lotissements. On a la même chose avec le village de Taro, qui est reconstruit sur les mêmes principes. On
on déplace une partie des populations qui étaient ici sur la montagne. Et vous voyez ici sur cette photo la montagne qui a été arasée, avec des populations donc, qui sont situées sur les montagnes, et puis un territoire du coup qui est rehaussé. Ça n'empêche pas de construire quand même les digues géantes, mais vous avez ici les chantiers de rehaussement ici à Likuzen Takata. Vous avez ici les montagnes qui ont été arasées, et puis cette zone-là qui est rehaussée à 10 mètres. On installe des centres commerciaux, administratifs, tout ce qui va être commerce, etc., dans cette zone. Et puis, un peu plus haut, on va installer les habitations ou les écoles. Et dans la zone qui est située entre le remblai et la digue, eh bien, là, on va pouvoir faire de la rizière, mais en tout cas, on n'a plus aucune construction. Ça va provoquer quand même des modifications du paysage qui sont assez massives et qui sont irréversibles, hein, puisque les montagnes sont véritablement découpées. Et là, on avait une plaine basse, maintenant on a quelque chose qui est rehaussé. Ça provoque également une modification de l'habitat, puisqu'on était sur des zones qui étaient majoritairement avec de l'habitat individuel en pavillon, et ces populations vont être relogées dans des lotissements ou dans ce type de grands ensembles, essentiellement pour ceux qui n'étaient pas propriétaires en fait. Hein. Ceux qui sont propriétaires d'une parcelle dans une zone désormais interdite à l'habitation reçoivent une parcelle équivalente dans les nouveaux lotissements. Ceux qui n'étaient pas propriétaires sont logés dans ce type de grands ensembles. Vous avez ici à Nagawa le découpage de la montagne, ici. Ici, on avait une montagne auparavant, ici, et la ville qui auparavant était située dans cette zone-là est rehaussée et déplacée sur les hauteurs. Mais vous voyez qu'on a des modifications on va dire, du paysage hérité ou du paysage naturel qui sont relativement conséquentes. Alors, ça n'empêche pas le fait que dans certaines zones, on a quand même des habitants et des constructions qui se font dans des zones qui théoriquement ne sont pas autorisées. Hein. Ici, vous avez des habitants alors, dans la ville de Miyako qui sont derrière la digue. Hein. Normalement, théoriquement, on ne devrait pas autorisé à construire ou à habiter dans cette région-là. Donc là encore, il y a des rapports de force qui s'établissent au point de vue local. Et puis, surtout, l'interdiction de reconstruire dans les zones qui ont été inondées n'est pas une interdiction éternelle. Et les personnels de la mairie en charge de l'aménagement le disent eux-mêmes. Hein. Pour l'instant, on interdit, mais ça ne veut pas dire que dans 50 ans, on ne va pas avoir des personnes qui vont modifier leur propriété et qui ne viendraient pas se réinstaller dans ces zones-là. Une autre percée dans le territoire, c'est les routes de la Renaissance, hein, Fukodoro, qui là vont plutôt s'occuper, non pas forcément du front de mer, même si ici vous avez Kesenuma et la route elle est là, elle va passer ici. Elle va traverser le port. Et on a à l'intérieur des terres la construction d'une autoroute. Alors d'abord à une voie, et puis elle est de plus en plus élargie à deux voies, qui va là aussi percer des tunnels, percer des ponts, des viaducs et une voie express qui traverse l'ensemble de cette région, avec pour objectif de la désenclaver pour faciliter les déplacements et en particulier la mobilité du tourisme. Puisque un des points sur lesquels la reconstruction se fait, c'est la mise en tourisme de cette région et la valorisation, paradoxalement, des sites naturels relativement bien préservés que compte cette région. Mais pour y avoir accès, il faut fabriquer ce type d'infrastructure. Et donc, on a quelque chose qui est un petit peu paradoxal entre, d'une part, des aménagements extrêmement importants dans des zones qui sont très rurales pour permettre à des populations urbaines de pouvoir venir pratiquer le tourisme et ainsi revitaliser ces villages et avoir un développement économique autre que celui de la pêche. Donc, c'est un petit peu le développement contradictoire de ce choix de la reconstruction. La présence des digues dans les villages, et cette fois-ci de digues qui sont quand même extrêmement importantes, n'est pas sans conséquence sur les rapports quotidiens que peuvent entretenir les habitants vis-à-vis de la mer ou vis-à-vis même de leur vie quotidienne. Hein. Vous avez ici des exemples donc, de la digue de Taro.
le quartier des pêcheurs de Talo caché derrière la digue. Ici, vous avez l'ancienne digue de Talo et la nouvelle digue. Et lorsqu'on est sur l'ancienne digue, eh bien, on ne voit plus la mer. Alors, c'est ce que disent souvent les habitants, hein. Auparavant, on montait sur la digue et on voyait la mer. Maintenant, quand on monte sur cette ancienne digue, on ne voit plus la mer. En fait, on ne voit la mer de pratiquement nulle part. Ce qui pose des problèmes, alors, pour les pêcheurs, à la fois des problèmes, on va dire, professionnels, parce qu'ils veulent savoir l'état de la mer, ils veulent pouvoir lire le paysage, en fait, hein. Ils veulent avoir un accès facilité. Mais pas uniquement, ça pose aussi d'autres problèmes, des problèmes de sécurité. D'une part de sécurité, parce que lorsqu'on ne peut plus lire le paysage, eh bien, on ne peut plus lire les signes avant-coureurs de l'avancée de tsunami. En particulier la baisse du niveau des eaux, hein, parce que avant que un tsunami survienne, on a une baisse très rapide du niveau des eaux, et c'est un des signes par lesquels les habitants de ces régions savent qu'un tsunami va survenir. On ne voit pas les vagues arriver. Alors c'était déjà le cas à Talo avec la digue qui préexistait, où on a des gens qui, on le voit sur des films, des gens qui sont derrière la digue, qui se promènent tranquillement alors qu'on a les vagues qui arrivent, filmées depuis les hauteurs. Ça coupe le son également du tsunami, c'est aussi un autre aspect qui est souvent dit. Et puis, ça va rendre les populations, du coup, comme elles n'ont plus les moyens en fait d'avoir une autonomie pour se prémunir de ce risque-là, eh bien, il va falloir se reposer sur des moyens techniques et des moyens extérieurs que vont être les systèmes d'alerte. Les systèmes d'alerte par sirène, et puis de plus en plus les systèmes d'alerte par téléphone portable, etc. Ce qui fait qu'en fait, à partir d'abord, on a une perte d'autonomie des habitants vis-à-vis de leur protection, puisqu'ils vont uniquement devoir se fier à ces systèmes d'alerte extérieurs. Et puis, on a aussi une vulnérabilité potentielle, parce que si ces systèmes ne fonctionnent pas, eh bien, ces habitants n'ont pas ou très peu les capacités de pouvoir juger et jauger des événements qui vont arriver. Et c'était déjà le cas en fait, hein, en 2011, puisque l'essentiel des systèmes d'alerte ont été désactivés par le séisme, qui a tout simplement coupé l'alimentation électrique ou détruit les réseaux et les bornes de téléphonie mobile. Donc c'est aussi une question que pose, hein, la fabrication de ces grands ouvrages, du fait de la coupure, hein, qu'il provoque auprès des habitants. Voilà quelques images de ce mur. Alors, un mur qui peut être aussi approprié, hein, mais simplement, on va se déplacer. Et là, vous avez, alors là, c'est à Soma, hein, dans le département de Fukushima, mais on est devant le mur, entre le mur et les amas de tétrapodes qui brisent les vagues. On a quand même dans quelques petits interstices des possibilités d'avoir un rapport à la mer ou à la plage, mais il est quand même très fortement dégradé. Et puis on a les pêcheurs, hein, les pêcheurs à la ligne qui, eux, finalement, l'aspect paysager ne compte relativement peu. C'est plutôt l'aspect uniquement, là aussi, technique, hein, c'est-à-dire d'avoir un accès à la pêche, et au point que certains apprivoisent si bien le mur qu'ils vont pouvoir pêcher à quelques milliers de mètres de la centrale de Fukushima numéro 1, ce qui donne aussi des idées, hein, sur la façon dont le risque aujourd'hui est apprécié, à moins que ce soit la sécurité finalement et la décontamination qui fonctionne. Je vous propose de voir très rapidement un cas où c'est ce qui m'a donné l'idée, hein, de tsunami de béton, c'est le petit hameau de Kuki, donc dans la ville de municipalité de Kuji, ici dans le département d'Iwate, et qui est véritablement noyé dans le béton, hein. Donc la digue a été reconstruite, et elle coupe physiquement avec donc ce mur de 14,7 mètres les habitants de la mer, et des habitants qui sont essentiellement des pêcheurs. Et au point que ceci, finalement, il y a une certaine démesure malgré tout, hein, entre la taille de ces ouvrages et puis ce petit village. Ils vivent littéralement en permanence dans un environnement de béton. On a pourtant, dans des points particuliers du territoire, avec des visées touristiques, la sauvegarde
de l'héritage des paysages naturels tels qu'ils étaient avant l'industrialisation. Ici, la côte de Tanesashi à Omori, les falaises de Kitayamazaki, avec de véritables joyaux hein, au niveau paysager, la péninsule de Karakura. Ici, les rochers donc, qui sont situés à proximité de Taro, de la ville de Taro. En fait, la digue est à droite, mais on ne la voit pas, mais on a un point de vue hein, sur ces sites célèbres et qui font qui sont les points d'orgue hein, du parc national naturel du Sanriku, puisque malgré ces digues, en fait, l'ensemble de la côte est classé malgré tout en parc naturel. Ici, Jodogahama, et quand on descend sur la côte, les îlots de Matsushima. Donc, on a en fait une logique de préservation, mais de façon très très ponctuelle, de points du paysage en sites célèbres qui vont, eux, servir à la revitalisation et en tout cas être vantés comme étant des points à visiter et pour lesquels on va adapter les infrastructures de transport. On a un autre aspect de cette muraille, c'est qu'on passe hein, progressivement d'un ouvrage d'art à une œuvre d'art. On peut en tout cas se poser la question. Et le mur fait la joie des photographes avec de nombreuses opportunités de jolies photos. Et on peut s'amuser à... et les photographes s'en amusent. C'est quelque chose ce mur a un impact visuel pour les visiteurs. Il en a pour les habitants, il en a pour les visiteurs. Et on peut se demander même si aujourd'hui, c'est pas lui, cette présence du mur, hein, qui porte le plus aisément le souvenir du tsunami, plus que les cloches, les arbres, les points commémoratifs. Et d'ailleurs, l'article du Monde d'aujourd'hui est uniquement composé de photographies du mémorial du tsunami de Rikuzen Takada, qui lui est complètement intégré dans le mur de protection anti-tsunami. C'est le mur que l'on visite ici à Taro. Donc, quand on fait la visite de Taro, eh bien, la première chose que l'on fait, alors c'est les volontaires hein, du village, les volontaires qui entretiennent la mémoire du tsunami et qui vont témoigner de leur expérience de 2011, eh bien, on monte sur le mur. Hein. Ici, vous avez donc le site en construction avec donc le mémorial est ici. Et puis, vous avez la muraille. Et la muraille, en fait, sert elle-même de mémorial et de lieu de mémoire, presque plus que les restes ou les reliques de bâtiments qui ont été laissés ça et là pour se remémorer l'événement. Ici, vous avez à gauche hein, le bateau qui était installé dans la ville de Kesennuma, qui a été déplacé et qui est resté longtemps dans un quartier de Kesennuma. La ville voulait le garder, justement pour l'intégrer dans une réflexion de mémoire sur le tsunami. Les habitants n'en voulaient pas, parce que ce n'est pas un bon souvenir, donc le bateau a été déplacé. Et aujourd'hui, finalement, ce qui reste, eh bien, c'est essentiellement ces murs. Et enfin, pour terminer, on a cette extension de la construction de ces ouvrages imposants sur l'ensemble de l'ouest du Japon et sur la façade pacifique, puisque ces 14,7 mètres, voire 15 mètres, sont devenus la norme pour la protection anti-tsunami et dans l'attente du séisme de Nankai, donc qui devrait toucher théoriquement les côtes japonaises en tout cas au cours du siècle, eh bien, on construit ce type de muraille sur des canevas qui sont calqués sur cette grande muraille du Sanriku. Et ici, vous avez sur les côtes de Hamamatsu à Shizuoka un mur hein, qui longe, un mur de presque sur plus de 10 km, 15 mètres de haut, et qui casse complètement la plage et le littoral. Les habitants la pensée paysagère est relativement peu présente en fait hein, lorsqu'on s'attaque au plan de reconstruction. On a des plans qui visent à faire de jolies villes, à faire de jolis aménagements, à faire des villes qui soient très rationnelles. En fait, on fait dans la reconstruction de ces villes
les mêmes plans finalement que ce que l'on fait dans l'espace urbain japonais, où on essaye de rationaliser les choses. Donc on redessine les rues, on met tout en carré, pardon. On met tout en carré en fait. Hein. On transforme en fait ce qui peut apparaître parfois comme le fouillis de la ville japonaise pour faire quelque chose de très rationnel. On élargit les routes, etc. On veut faire des choses neuves, mais il n'y a pas véritablement, en tout cas, de pensée forte sur la question du paysage. Et on a finalement des produits qui sont relativement peu, qui changent peu finalement de ce que l'on faisait jusqu'aux années 70-80. Et même, on peut se demander si on n'a pas un retour en fait à cette période de la haute croissance, lorsque le Premier ministre, à la fin de la haute croissance, hein, lorsque le Premier ministre Tanaka Kakuei a écrit son traité hein, de remodelage de l'archipel et de remodelage physique de l'archipel, hein, puisqu'on va de nouveau voir, et ça se voit d'autant plus qu'on est dans des régions qui étaient plutôt relativement bien préservées par rapport aux zones urbanisées de l'axe Tokyo-Fukuoka. On a donc alors les camions, les pelleteuses, les belt conveyor, hein, les tapis roulants pour détruire les montagnes et tout autour et faire du remblai. On a une activité qui est extrêmement, un chantier qui est extrêmement actif. On reperce des tunnels, on détruit la plupart des plages et donc on a presque un retour en arrière en fait hein, sur ce qui se passait dans les années 70 avec peut-être un consentement des populations un peu plus fort en fait, parce qu'elles sont quand même toujours sous le choc de ce qui s'est passé le 11 mars. Et les déclarations de Abe Shinzo dont je parlais, finalement, rentrent tout à fait dans cette logique-là. D'autant plus que le Japon est endetté à un point que le remboursement de la dette n'étant plus envisageable, ou très peu envisageable à court terme. De toute façon, les vannes de l'argent public sont ouvertes, les populations consentent, et donc on a pu se lancer dans ces grands travaux. Avec, pour terminer, un autre aspect, c'est que chaque ville est pratiquement la zone d'activité d'un grand groupe du BTP japonais. Et ces grands groupes du BTP interviennent en tant que constructeurs, mais en fait, ils interviennent directement dans l'élaboration des plans d'urbanisme de ces villes. Et donc, ils vont fournir des ingénieurs et des aménageurs privés aux villes qui ont été détruites et ils vont les aider à reconstruire leur ville, mais en prenant une direction qui ne va pas à l'encontre on va dire, qui va plutôt à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des opérations de grande envergure. Voilà.